donc un très très vieux chapitre qui était basé sur le combat contre Mr. Stree et qui s'appelait Sete et Texki. Bon, vous allez me dire, si on met ça par rapport aux événements actuels, il y a quelques éléments qui pourraient être intéressants de noter. Quand on voit ici Sanji qui appelle quelqu'un, visiblement un bateau pour aller quelque part, on ne sait pas où exactement, si ce n'est que c'est un service de transport qui s'appelle Tsuru. Tsuru comme le personnage de la marine, celle qui était de la même époque que Garp et Sengoku. Et en plus de cela, il faut savoir qu'au Japon, vous êtes peut-être au courant, mais il y a souvent cette croyance comme quoi réaliser 1000 origamis, ça permet de réaliser un vœu. Et justement, cette tradition est souvent exécutée pour les mariages au Japon. Eh bien, maintenant, vous comprenez, Sanji est en train de prendre un bateau qui représente la grue, justement. Et les origamis, ça représente aussi les grues. Donc Sanji va prendre un bateau qui représente peut-être le mariage avec lui, justement, cette valise qui garde son secret. Hein, le mariage, le bateau qui représente le mariage et sa valise qui représente son secret, son passé, qui l'emmène avec lui. Je pense que le clin d'œil ici est plus que volontaire. On verra bien si les choses se présentent comme cela par la suite. Mais si on regarde bien, on peut voir aussi Sanji porter donc cette valise où il est écrit The Secret, le secret. Le secret avec deux grandes lignes qui ressemblent bizarrement à ce qui est marqué sur, voilà, qui ressemble à la map, donc la carte de Grand Line, hein, c'est séparé donc par deux autres lignes qui peuvent correspondre au Calm Belt. Enfin bref, ce sont des petits éléments comme ça. Mais le fait est qu'en soit ce chapitre qui s'appelle Ce thé est exquis, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler donc de la Tea Party, avec cette valise que tient Sanji qui marque le secret, Sanji qui porte un secret qui pourrait donc représenter son passé. Voilà. En plus, si on regarde, bon, ça c'est un détail tout à fait stupide, mais quand on regarde le chiffre sur la valise, 1830, et quand on remarque que si on enlève le 0, c'est les mêmes chiffres du chapitre que celui de la semaine passée, le 813, où justement on découvrait que Sanji se cassait justement pour aller à cette tea party. Voilà, on pourrait se dire que peut-être justement, voilà, Oda a fait peut-être un petit détail, quand on sait que par exemple le chapitre où est apparu le Gear Force est le même plus ou moins qu'avec les chiffres inversés par rapport au chapitre, que le chapitre où justement est apparu le Gear Tsu, et ben on pourrait se dire que peut-être tout cela n'est qu'un détail, mais que tout cela pourrait également être en fait un clin d'œil bien recherché par Oda. Vous allez me dire peut-être que je vais loin, mais croyez-le ou non, très souvent ce genre de petits détails, c'est pas n'importe lequel que justement pourrait faire Oda. Surtout que, à la base, lorsque ce chapitre où justement Sanji affrontait, enfin, où Sanji pardon était absent lors du combat contre Mr. Stree, hein, donc dans l'arc Baroque Works, ben justement Sanji se présentait comme étant un prince, Mr. Prince, hein, qu'il avait caché son identité. Voilà, bon, c'est un petit exemple maintenant. Beaucoup de choses pourraient ressortir comme ça. Si vous avez un jour vous-même des pages couvertures concernant des petits éléments comme ça qui pourraient être amusants à noter, n'hésitez pas à le partager sur Facebook ou ailleurs. Voilà, donc sur les forums en tout cas, on en parle beaucoup. Même certains d'entre vous m'avaient déjà envoyé cette image et voilà, de toute façon il fallait que j'en parle. Voilà, c'est juste pour vous en parler. Sur ce les gens, bonne vidéo. Ciao ciao. Hey, bonjour tout le monde, le chapitre de One Piece est sorti cette semaine par de live reaction tout simplement parce que je pense que j'en ai fait quand même 3 à la suite et c'est quand même beaucoup et je me suis dit que les vidéos étaient un peu trop longues donc du coup je voulais un peu raccourcir hein, histoire que voilà. Bref, donc de ces chapitres-ci on a la réaction de l'équipage face à l'annonce du départ de Sanji qui nous avait tous choqués, nous-mêmes aussi, vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos comment moi j'ai réagi en tout cas. Donc vis-à-vis de l'annonce de Sanji qui part donc se marier avec cette fille qui s'appelle Pudding dont on ne sait vraiment pas qui c'est actuellement. D'ailleurs je comprends pas pour comment les gens encore sont en train de se demander si cette fille est effectivement Lola ou Rora, peu importe comment vous l'appelez. Hein, mais je veux dire, non c'est clairement pas elle, je veux dire la fille s'appelle Pudding, l'autre c'est Lola, donc il faut pas clairement mélanger. Et si vous me dites que Lola en fait c'est Pudding, je dirais pourquoi est-ce que Lola s'appellerait pas Pudding alors quand c'est présenté la première fois. Je veux dire, dans le Nouveau Monde ça sert à rien de cacher son nom, surtout quand t'es la fille du Yonko, la raison de plus quoi. Mais bon peu importe, je pense pas que ce soit la même, bref. Donc du coup, l'équipage est en train de se poser des questions. Voilà, est-ce que Sanji va revenir? Est-ce que techniquement, il va se marier avec une fille qui va intégrer l'équipage, hein, des questions classiques que se pourrait se poser Luffy que nous-mêmes on s'est pas vraiment posé. Je veux dire, c'est vrai qu'on voit le mariage direct, on se dit il faut aller sauver Sanji, mais l'équipage se pose pas vraiment la question. Il dit surtout est-ce qu'il va revenir? Il va se casser? Il revient pas? Bref, tout le monde est là pour se demander quoi. Et du coup, Luffy tel qu'il est, voilà, évidemment, on va se dire bah c'est pas grave, on va lui demander, hein, on va directement aller au mariage. Et évidemment, ils peuvent pas s'infiltrer un mariage ou justement organisé par le père de Sanji, mais surtout par Big Mom qui est techniquement l'ennemi de Luffy. Et évidemment il s'en fout un peu, donc ça c'est le Luffy qu'on connaît évidemment comme d'habitude, le mec n'a peur de rien et il va y aller tranquille. Bref, on a une réaction de Zoro à un moment donné qui est très intéressante personnellement puisque justement c'est celle toujours la voix de la raison, ce que j'appelle. Hein, rappelez-vous la première fois où Usopp justement avait défié Luffy alors que l'équipage était là, mais non c'est pas très grave, c'est un duel, on s'en fout, on va le pardonner. Et bah non, Zoro il est là, putain mais non on joue pas un jeu de gamin là, sinon après c'est moi qui vais me casser et tout. Voilà, donc c'est vraiment le vice-capitaine inavoué évidemment parce que si on met Zoro vice-capitaine officiel ça remet un peu en arrière Sanji et du coup ça déséquilibre un peu le truc. Donc l'auteur ne dira jamais officiellement que Zoro est le vice-capitaine, mais on sait que de toute façon techniquement Zoro est quand même le second, hein,
c'est bien le compagnon de Luffy qui restera quoi qu'il arrive et qui restera fidèle à Luffy. Il a été le premier à véritablement dire, voilà, Luffy sera l'homme qui deviendra le roi des pirates un jour, le seigneur des pirates. Sanji l'a dit récemment, hein, comme quoi ça les met en parler tous les deux, je trouvais ça intéressant. Bref. Bon, ensuite on fait un petit tour donc du côté de Nekomamushi, hein, qui pour le coup se présente comme une sorte de Garfield, hein, parce que le mec il mange des lasagnes et tout tranquille, hein, alors qu'en plus c'est un chat et tout. Je le trouve d'ailleurs assez mignon quand il disait fais-moi jouer avec ça, il fait gna gna pendant pendant qu'on lui fait une piqûre. Je trouvais ce moment-là assez mignon personnellement. Enfin bref. Entre temps il rencontre aussi un autre guerrier des Mink qui est le Mink du léopard, hein, qui s'appelle Pedro, je sais plus quoi, Pedro des arbres ou de l'arbre. Enfin bref, le mec traîne souvent dans les arbres. J'aurais été je suis très intéressé pardon de voir la capacité d'un Mink du guépard ou léopard, j'ai oublié malheureusement. Je crois que c'était guépard, enfin ou léopard, enfin peu importe, mais en tout cas un mink donc de cet animal là, je crois que c'était le même du fruit du démon que Rob Lucci, hein, peut-être comparer un peu les deux niveaux vitesse ou quoi, enfin on verra bien, puisque Carotte carrément la meuf elle saute super haut vu que c'est une sorte de lapine, ou je pense, je sais plus, enfin non ouais c'est ça, donc le mink du léopard ou du guépard, putain mais ça doit être forcément un mink qui a des capacités physiques axées sur la vitesse, enfin logiquement. Bref. Mais ils vont également voir Pecoms, hein, Pecoms qui n'était pas très loin, et donc il leur explique finalement que voilà, il y aura un mariage qui est organisé évidemment par le père, le leader visiblement aussi de la famille Vinsmoke, et on apprend que la famille Vinsmoke ne serait donc qu'une famille d'assassins très connue. Le problème c'est que très connu, c'est vite dit, parce qu'évidemment là Robin est là, j'ai l'impression d'avoir entendu ce nom, et ce nom ne dit rien à personne si ce n'est Brooke. Alors quelle est la différence entre Brooke et les autres? C'est comme je l'avais déjà dit, c'est parce que Brooke est plus âgé. C'est ce qui signifie que la famille Vinsmoke techniquement sonne plus à quelqu'un qui est plus âgé qu'actuellement. Ce qui signifie que la réputation de la famille Vinsmoke était bien plus importante dans le passé. Hein, et de ce fait, parce qu'évidemment, voilà, je veux dire, sinon la famille Vinsmoke, si c'était genre une réputation Grand Line ou quoi, bah, je sais pas, Frankie aurait pu en entendre parler, ou un autre, peu importe, mais voilà. Mais tout de même, donc Brooke est le seul qui connaisse, enfin qui voit plus ou moins quelle est la famille Vinsmoke, hein, parce que quand on pose la question, on se demande quelle est la famille Vinsmoke, c'est quoi? On voit la case où Brooke ne dit rien, est silencieux et qui est focus sur lui clairement, parce que déjà le chapitre précédent il avait exprimé comme quoi il savait déjà plus ou moins de quoi était, de quoi il en retournait pour la famille Vinsmoke. Bref. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'en gros, la réputation de la famille Vinsmoke avant était plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le présent. Hein, et je pense que ce mariage est surtout là, et que cette réputation à l'époque était due au fait que voilà, la famille Vinsmoke était certainement connue, parce qu'à l'époque c'était le père, le leader, le descendant, enfin l'héritier, qui est actuellement le père leader de la famille Vinsmoke, donc le père de Sanji, et que comme Sanji s'est cassé, et ben la réputation de la famille justement en a pâti, et du coup, je sais pas, elle s'est fait oublier ou un truc dans le genre. Du coup, durant les années où Sanji a grandi et tout, bah, la répute de la famille a disparu, et de toute façon c'est plus ou moins la même époque que nos héros ont grandi plus ou moins, donc voilà, c'est pour ça que Robin, qui est un peu plus âgé que les autres, je crois, pas sûr, elle en a entendu parler. Enfin bon, vous allez me dire les autres étaient de toute façon à East Blue, donc clairement, c'est pas, de toute façon à East Blue, t'entends pas non plus toutes les rumeurs, sachant que en dehors de Grand Line, déjà que les fruits du démon c'est super rare. Sur Grand Line, les fruits du démon c'est commun, ce qui est rare c'est le haki, et voilà, dans le Nouveau Monde, ce qui est commun c'est le haki, et ce qui est super rare c'est le haki des rois, voilà, donc c'est dire. Bref. Et donc maintenant qu'on sait ça, et qu'évidemment confirmation donc que Sanji n'est pas un noble, pourtant il aurait pu être très intéressant de voir ça. Vous allez me dire ouais mais attends, pourquoi est-ce qu'un noble irait se marier, ou pourquoi est-ce que le père d'une famille de nobles irait se marier avec une Yonko? Réfléchissez un peu, ça aurait pu être intéressant, parce que justement techniquement la Yonko ou une partie de son armée aurait techniquement pu être alors sur le service d'un noble. Imaginez un Tenryubito, ça aurait fait un lien entre des pirates et Tenryubito, et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Regardez Doflamingo qui a usé de ses connaissances, ne serait-ce que pour avoir des contacts vis-à-vis du CP-IG-0, hein, je veux dire c'est pas rien ça. Et puis quand on sait qu'actuellement par exemple le Barbe Nord devient un plus grand danger, avoir un Yonko comme véritable allié, mais pas directement allié, mais un allié quand même, vite fait, et ben ça aurait pu être très intéressant. Voilà, bon. Maintenant, c'est une famille d'assassins. Est-ce que beaucoup de gens pensaient que c'était une famille de mafieux, assassins? Au final, je pense que ça revient au même, donc on pourra effectivement dire que Sanji vient au final d'une famille dangereuse. Bon, faisons le parallèle avec le fait que Sanji aussi avant se présentait, je l'avais déjà dit, comme étant face à Kuma, ouais, comme quelqu'un qui bientôt sera connu comme étant le plus grand danger, l'homme le plus redouté par la marine, pas dans l'équipage. C'est-à-dire que Sanji va certainement accomplir quelque chose dans cet arc qui va, en plus d'augmenter sa prime, parce que le mec a une prime encore derrière Zoro, mais ça pourrait être intéressant qu'il ait une prime qui lui permette au moins de dépasser Usopp. Ça c'est un peu la honte, même si Usopp, voilà, bon voilà. Bref, donc une prime qui lui permet de le placer au-dessus de Usopp, je sais pas, un truc qui lui permet d'atteindre les 300 millions au moins, quoi, pourquoi pas, sans forcément dépasser Zoro, mais une grosse prime, quoi. Je veux dire, 280 millions, ce serait pas mal. Augmenter de 100 millions encore pour qu'il atteigne 270 millions, là, ce serait bien, quoi. Voilà, bon, soit. Mais donc, du coup,
Donc il va accomplir quelque chose qui lui rend dangereux. Sachant que ce qu'il va accomplir sera forcément durant la Tea Party, qui réunit beaucoup de personnes qui vont réunir beaucoup de personnes, de personnalités importantes dans le Nouveau Monde. Donc peut-être des Shishibukai, peut-être Baggy, des trucs comme ça, vous voyez, des personnalités très importantes. Parce que si des personnalités importantes au niveau des autres alliés de Yonko, ça va être dur. Hein, je sais pas, parce qu'en même temps, pourquoi t'inviterais des ennemis à ton mariage? Regardez un peu la réaction. Enfin, je veux dire, Shanks et Kaido, ils se kiffent pas tellement. Hein, donc voilà, je pense pas que Big Mom va inviter carrément Jack ou des trucs comme ça, vous imaginez la scène? Non, inviter des Shichibukai, pourquoi pas? Hein, peut-être qu'on va revoir Giverly Bonnie, hein, comme supposément être une des filles également enfuies de Big Mom. Putain, l'image de Akainu qui se tape Big Mom, bon voilà. soit, donc... des faits intéressants et des personnages très intéressants qu'on peut voir. Je répète encore une fois aussi concernant la rêverie. Hein, la rêverie qui était donc ce fameux sommet qui réunit les rois ou quoi, ça peut être très intéressant. Bon, il n'empêche que si la famille de Sanji est une famille d'assassins, le père de Sanji ne peut clairement pas être donc une sorte de roi. Enfin, quoique un roi assassin, pourquoi pas, ça peut être très cool, hein, mais soit. Mais dans tous les cas, il n'empêche que donc Sanji vient techniquement d'une famille d'assassins à North Blue. Une famille quand même qui n'était pas sur Grand Line, donc techniquement elle aurait pu être connue. Mais si l'équipage ne le connaît pas, c'est que c'était pas c'est qu'à l'époque où justement ils ont de leur génération, c'est pas une famille si reconnue que ça au final. Hein, parce que sinon je pense qu'une famille très connue d'assassins, je veux dire, c'est des noms qui passent, quoi. Je veux dire, c'est pas un pirate, c'est une famille d'assassins, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Voilà. Donc, pourquoi Big Mom chercherait alors à faire marier Sanji, le fils assassin, à un autre? Bah, c'est assez simple, vu que justement les reines de la pègre je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais vu que Doflamingo est tombé, le contrôle de la pègre et tout ce qui est marchandises et tout, c'est un marché qui est à reprendre par quelqu'un. Donc Big Mom pourrait très bien reprendre ce marché-là. Et de plus, ça ferait une concurrence avec Kaido, qui justement, d'une certaine manière, était celui qui contrôlait un peu tout cela. Hein, Kaido, pour moi, était celui qui, en delà de Barbe Noire, était quand même celui qui techniquement tirait plus les ficelles qu'aucun autre Kaido. Parce que je veux dire, avant, c'était techniquement Barbe Blanche, mais Barbe Blanche est tombée. Et Doflamingo est techniquement le mec qui contrôle la grosse pègre du Nouveau Monde, en plus de la production de Smile. Ce qui met Kaido, qui en plus de ça derrière comme étant le grand Magneto techniquement, bien devant les autres Yonko. Mais il n'empêche, hein, il faut voir, Shanks peut-être derrière au niveau contrôle domination, mais peut-être au niveau puissance il est tout devant. Mais bon, quand on sait que Kaido est présenté comme la plus puissante créature du monde, voilà, qu'est-ce que ça fait de Shanks? L'homme le plus puissant du monde. Techniquement c'était c'était Barbe Blanche, donc peut-être c'est devenu Shanks. Hein. C'est pas pour rien qu'il ait dit la créature et pas l'homme. Hein. Barbe Noire c'est quoi? C'est aussi un homme. Big Mom c'est quoi? La femme la plus puissante du monde. Enfin voilà, bon, on verra bien comment les choses se présenteront. Donc la Tea Party qui se rapproche et sera certainement augure d'infiltration, mais bon on connaît les Mugiwara, ça va jamais être infiltration, ça va être genre Big Mom t'es où? Ou quoi? Ou Sanji Kung t'es où? Enfin bref, voilà, donc du gros blabla quoi. En plus, pour en revenir à ce que disait Zoro d'ailleurs, qu'à la base, si Sanji s'est foutu dans la merde, je veux dire, le mec il a même pas dit au revoir ou quoi, il a même pas dit merci pour tout, désolé de vous avoir foutu dans la merde. Le mec il a créé des emmerdes et il s'est même pas vraiment excusé pour ça. Et quand Zoro dit ça, on pourrait dire que voilà, Sanji c'est un connard ou quoi, mais au-delà de ça, c'est que Zoro justement, on veut à Sanji justement parce qu'il sait que techniquement si Sanji ne revient pas, ça va le faire chier lui aussi parce que Sanji était malgré tout un nakama, un compagnon, et que le fait que celui-ci se casse comme ça, bah ça le fait autant chier, voire plus peut-être même que les autres. Tout le monde est là en train d'être inquiet pour Sanji, mais là le mec il est limite en mode putain on s'en fout quoi. Il a voulu se casser, qu'il se casse comme un connard, comme une femme justement, comme une fille qui se fait quitter par un mec et qui fait genre la meuf qui s'en fout alors qu'en fait si elle est très préoccupée. Voilà, donc Zoro au final est un des Nakama qui secrètement qui ne demande pas forcément, mais qui est surtout celui qui tient tout autant à ses Nakama que n'importe qui d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc maintenant on sait aussi que Nekomamushi a une dette envers Luffy. Il le dit clairement qu'il a une dette et qu'il n'oubliera pas, qu'il lui repayera ça un jour. Hein, comme quoi ça fait une armée de plus à Luffy lors de la grande bataille contre Marijoa. Tout le monde me dit ça, hein, ouais, quelle bataille contre Marijoa, d'où tu sais ça ou quoi? Hein, je l'avais déjà dit que je suis pratiquement sûr que la bataille finale de One Piece ce sera la destruction de Grand Line. Ça c'est obligatoire maintenant, je veux dire ça ne peut être que ça, c'est détruire Grand Line et en même temps c'est qui détruirait Grand Line, donc enfin pas détruire Grand Line, pardon, détruire Red Line où justement se trouve Marijoa, et comme tout au-dessous de Marijoa il y a quoi? Il y a l'île des poissons, et bah ça nique l'île des poissons et ça fait correspondre la prophétie comme quoi Luffy serait celui qui détruit l'île des hommes poissons, et donc comme ça Noah sera enfin utilisé pour justement que tous les hommes poissons vont sur l'arche de Noé, machin truc, et remontent justement à la surface, et donc Red Line est détruite, unification de toutes les mers, de toutes les pièces, en une seule pièce, le One Piece. Excusez-moi, je suis pas en couille. Voilà, bon vous voyez plus ou moins où je vais en venir si vous connaissiez pas la théorie de la fin de One Piece. Maintenant elle est claire comme le droge, c'est clairement ça le One Piece, ça ne peut pas être autre chose. Et en plus de ça, quand on sait que les armes antiques sont capables de détruire des pays, mais putain quand on sait que Red Line c'est un truc comme ça géant, voilà, tous les rêves se réalisent, même la boune sera heureux, ils feront le tour du monde. Bon, excusez-moi. Voilà, donc du coup justement le chapitre se termine là-dessus, avec un prochain qui donc s'annonce comme étant soit un chapitre consacré au passé de Sanji, ce qui est fort probable, ou alors directement infiltration vers l'endroit où se trouve justement, on va se dérouler la Tea Party, parce que de toute façon
comme s'il a été trahi par Beijing, donc forcément il va peut-être aider justement les Mugi à aller voir Sanji, parce que Luffy il est pas là en mode je vais aller à la Tea Party pour péter la gueule à Big Mom, mais il est surtout là pour savoir ce que Sanji va leur dire, et ça c'est une grande différence, malgré le fait que s'il doit se fighter, bah voilà, même s'il sait que c'est un grand danger, Luffy quand il sait qu'il y a un danger qu'il peut pas surmonter, il le sait. Regardez, rappelez-vous sur l'arc Shabondi, quand il a vu Sentomaru, quand il a vu Kizaru, et quand il a vu les les pacifistas et ensuite Kuma, il est clairement dit oui les gars on se sépare et tout, on peut, pour l'instant on ne peut pas les battre, on se retrouve dans 3 jours. Donc clairement Luffy n'est pas un héros stupide, et ça c'était d'ailleurs un de mes moments préférés, franchement, de voir un héros qui reconnaît justement à quel moment il ne peut pas affronter certains adversaires, et qu'il vaut mieux parfois s'enfuir pour mieux revenir par la suite. Il y a des mangas ou des héros comme Natsu, Dragnil, excusez-moi, dans Fairy Tail, excusez-moi, qui devraient en prendre la graine. Voilà. Donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que selon vous il va se produire, je prépare d'ailleurs cette petite vidéo sur les fruits éveillés, on verra ce qui se passe, même s'il y a encore beaucoup de vidéos trop tard, sur ce que je dois lâcher, même la FAQ. Concernant aussi la review de l'épisode de cette semaine, je ne la ferai pas, je ferai celui de la semaine prochaine, parce que j'ai bien été baisé sur cet épisode-ci où il ne se passe qu'un seul élément intéressant, et faire une vidéo très longue de plus de 20 minutes juste pour ça, ça vaut pas la peine, donc j'en parlerai à la prochaine fois. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Bisous.